Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session du 1540, le live RPS QVT. Aujourd'hui, on a le plaisir, je dis on parce que c'est vous et moi, d'accueillir Jean-Michel Pasquier qui va nous Bonjour. parler. Bonjour Jean-Michel. Et vous allez nous parler de l'engagement solidaire des collaborateurs et de la QVT. Voilà. Exactement. Alors c'est vrai qu'on on l'a indiqué un peu dans le teaser, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, qui n'est pas forcément évident quand on pense à la QVT. Ce que je disais un petit peu en caricaturant dans le teaser, quand on pense à la QVT, on pense souvent à des actions internes, ce qui est tout à fait légitime. C'est organiser l'espace de vie, l'espace de travail des collaborateurs, c'est mettre en place une crèche parentale, différentes actions, agir bien évidemment au niveau du management, mais pas tellement au niveau des actions qu'on peut générer à l'extérieur. Et je voulais vous parler donc de dynamique d'engagement solidaire et notamment de mécénat de compétences pour nourrir justement cette QVT en interne, pour apporter des petits bénéfices et voire des grands bénéfices auprès des salariés, qui peuvent être des bénéfices à la fois directs et indirects. Petit rappel quand même sur ce qu'est le mécénat de compétences, hein, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, mais c'est mieux en le disant. C'est la possibilité donc pour une entreprise de donner et d'offrir la possibilité de s'engager sur son temps de travail au niveau des collaborateurs sur des structures d'intérêt général local. Donc de donner ses expertises à la fois professionnelles mais également personnelles à des structures d'intérêt général qui, par essence et par définition, n'ont pas les moyens d'intégrer des ressources salariées classiques, donc ça peut être du marketing, de la communication, bien évidemment toutes les fonctions support, hein, mais également des fonctions un peu plus techniques, et aussi de l'accompagnement sur, par exemple, des publics en fracture numérique, sur l'aide à la formation à des bénévoles pour les former à des outils collaboratifs numériques. Voilà, c'est très, très, très vaste. Grosso modo, on a 5 formats d'engagement, hein, pour faire un petit récap. On a des missions flash, hein, des missions courtes qui peuvent être mises en place d'une demi-journée à une journée. On a des missions en mode projet qui sont la majorité des missions, c'est-à-dire on va refaire par exemple le site web d'une structure, on va bosser sur la comptabilité analytique. J'ai un petit retour d'écho, je ne sais pas si c'est un micro qui est ouvert en parallèle, j'ai un écho qui me revient. Moi, j'entends très bien. D'accord, mais j'ai un écho Ah. quand je parle, mais c'est pas grave, je vais y arriver. On a les missions team, donc des missions en équipe qui permettent de mobiliser des équipes de collaborateurs. Des missions longues qui concernent plus spécifiquement des accompagnements fin de carrière, début de retraite, et puis des journées solidaires qui sont des moments collectifs où on va immerger dans une association intime de collaborateurs, hein, pour répondre à des enjeux ou pour tout simplement repeindre des locaux, aider à la distribution alimentaire, que sais-je. Les exemples sont multiples. Donc pour venir maintenant aux enjeux de ce mécénat de compétences et de cet engagement solidaire, hein, on a grosso modo 6 gros enjeux. On a la marque employeur, hein, j'attire des talents. On a la mobilité ponctuelle où j'accompagne à différents moments de la carrière ainsi que la transition professionnelle le collaborateur dans son évolution professionnelle. Je valorise mes compétences, bien évidemment, via du mécénat de compétences. Je réponds aux enjeux RSE et cette fameuse QVT qui est rarement mis en avant dans l'enjeu mécénat de compétences et qui, on va le voir, est très très riche, et on va le voir au travers notamment de verbatim vraiment de collaborateurs, est très très riche en termes de parcours professionnel et en termes de ressenti et de gratification personnelle. Le premier qu'on retrouve vraiment dans tous les témoignages des collaborateurs que l'on déploie en mécénat de compétences ou en journée solidaire, donc en engagement solidaire au sens large, c'est je peux bénéficier d'une respiration. Aujourd'hui, on le sait tous, hein, les syndromes de burn-out et la tension sur certains métiers fait que de plus en plus de collaborateurs se sentent un petit peu oppressés dans leur parcours professionnel. Et cette façon de les envoyer, ne serait-ce que physiquement, à l'extérieur de l'entreprise, mais également sur des enjeux un petit peu différents que sont les enjeux classiques de business et de déploiement de compétences professionnelles auprès de clients, permet d'aménager des fenêtres, permet d'aménager des moments où ces collaborateurs vont pouvoir, voilà, se prendre du recul. Et on arrive à peu près au deuxième item qui est exprimé par les collaborateurs. Non, on va rester sur la même slide, sur le deuxième item, où le collaborateur, grâce à cette respiration, va pouvoir prendre du recul sur ses petits stress ou grands stress d'ailleurs professionnels, et donc
revenir avec une position et une vision de son propre parcours professionnel très légèrement différente. Et ça, c'est vraiment important. Ça crée vraiment de l'apaisement et sans faire de bisounours, hein, sans faire d'idéalisation, d'apaisement au niveau du collaborateur. Donc ça, c'est les deux gros items qu'on retrouve systématiquement dans les retours et dans les témoignages après mission de mécénat de compétences ou de journée solidaire. Ça, c'est les deux gros fils rouges. Sur le slide suivant, effectivement, on va voir que, en rentrant un petit peu dans le détail de ces verbatims, dans le détail de ces témoignages, on a également la possibilité pour le collaborateur, et ça c'est super gratifiant, c'est super intéressant, de découvrir un univers différent du sien, donc un univers par définition non marchand, puisque c'est le secteur de l'intérêt général, grâce à l'entreprise. Beaucoup de collaborateurs, à titre personnel, aiment ou aimeraient s'investir dans le monde associatif à titre bénévole classique, c'est-à-dire sur le temps personnel, mais de par les contraintes familiales, de par les contraintes professionnelles, se trouvent souvent coincés pour réaliser cet investissement et cet engagement. Et la possibilité que l'entreprise offre, via ce genre de format, un investissement solidaire auprès des associations locales, permet justement à ce collaborateur de découvrir et de s'investir de façon beaucoup plus naturel et beaucoup plus cadré, puisque c'est des heures qui sont dédiées pendant le temps de travail. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui donne de l'ouverture aux collaborateurs, donc qui participe encore une fois à cette qualité de vie au travail, qui donne de l'ouverture et de la possibilité de s'engager différemment. On parle beaucoup d'engagement aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, mais finalement, cet engagement solidaire va nourrir également l'engagement professionnel. Donc on est vraiment gagnant sur les deux niveaux et va encore une fois améliorer de façon très factuelle la découverte et l'ouverture vers d'autres mondes, donc enrichir le collaborateur. Et puis, cette ouverture va très factuellement et très concrètement permettre à des collaborateurs de rencontrer des personnes engagées, de rencontrer des publics fragilisés. Donc, encore une fois, d'avoir une écoute et d'avoir une découverte d'enjeux que jusqu'à présent, le collaborateur n'avait pas forcément perçu ou n'avait pas forcément rencontré, bien évidemment dans son parcours professionnel, mais également dans son parcours personnel. Donc ça, cette thématique de l'engagement au sens large, hein, avec un grand E, va rebondir bien évidemment sur cette notion un petit peu de qualité de vie au travail et va rebondir sur l'engagement également que le collaborateur va pouvoir déployer au sein de son organisation. Donc ça, c'est vraiment deux points forts également qu'on rencontre de façon totalement récurrente dans les témoignages et les retours de mission. Sur les items suivants qu'on retrouve et qui participent bien évidemment aussi à cette qualité de vie au travail, parce que la qualité de vie au travail, c'est pas simplement aménager un cadre professionnel, c'est pas simplement donner des outils, c'est également pouvoir renforcer un petit peu les inputs professionnels du collaborateur. C'est vraiment un mix. C'est pour ça que la QVT, pour nous, telle qu'on l'aperçoit en tout cas, et je pense que tu es d'accord, Sébastien, ça, c'est vraiment très connexe et ça se chevauche à beaucoup d'enjeux complémentaires au niveau de l'entreprise. Et donc, cet enjeu qu'on exprime là, c'est pouvoir permettre aux collaborateurs d'exprimer et de déployer de façon encore une fois très opérationnelle des compétences cachées, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les soft skills, qui sont souvent des compétences qu'on peut mettre un petit peu de côté dans un parcours professionnel qui est souvent assez cloisonné, qui peut être assez normé. Là, ces compétences un petit peu sous-jacentes, on va pouvoir, grâce à des missions de mécénat de compétences ou de journées solidaires, les ouvrir sur des soft skills. C'est par exemple quelqu'un, très concrètement, qui n'est pas forcément formateur dans son entreprise, mais qui a une aspiration à le faire, qui a un très bon feeling et une très bonne empathie pour transmettre une formation et qui va pouvoir, au travers de missions de mécénat de compétences, former des bénévoles, former des bénéficiaires, je le disais tout à l'heure, par exemple en fracture numérique, et qui va se trouver donc renforcé dans cette soft skills et qui va pouvoir après l'utiliser éventuellement dans l'organisation professionnelle. Donc ça, c'est intéressant parce que ce qu'on va déployer, ce qui n'a pas été déployé jusqu'à présent dans le secteur professionnel, grâce à cette immersion solidaire, va pouvoir rejaillir sur une valorisation de compétences connexes. Et puis, il y a un deuxième point qui est super important, qui est également un fil rouge qu'on reçoit de façon récurrente, c'est pour le ou la collaboratrice de recevoir une gratification immédiate et désintéressée. Immédiate, pourquoi? Parce que quand on agit auprès d'une association sur des missions qui peuvent être courtes, hein, ça peut être une demi-journée, une journée ou quelques jours,
La plupart du temps, on voit immédiatement les impacts qu'on va délivrer auprès de l'association. Faire un audit d'un site web, faire un audit RGPD de l'association, mettre en place une comptabilité analytique au niveau des fondamentaux, faire des choses comme ça, et puis également, bien évidemment, sur les exemples précédents, agir auprès des bénéficiaires, on le voit immédiatement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le cycle professionnel, où souvent des projets sont des projets de longue durée, où les projets sont partagés avec les équipes et où l'immédiateté du résultat n'est pas toujours évidente. Donc là, on a une gratification immédiate, et puis on a surtout cette gratification désintéressée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre de scoring, même s'il existe bien évidemment dans le mécénat de compétences, on demande que les résultats soient au rendez-vous, mais on n'est pas dans du scoring normé classique, je dirais, du monde de l'entreprise, et puis surtout, on n'est pas, entre guillemets, sanctionné, si j'ose dire, ou en tout cas accompagné ou valorisé par un résultat financier, que ce soit une prime, que ce soit un intéressement commercial, que ce soit un objectif commercial de l'entreprise. C'est vraiment dans une démarche désintéressée pure et dure qui permet de donner justement toute sa valeur à l'engagement solidaire et donc, par effet un petit peu ricochet, de revenir un peu dans l'entreprise avec une autre dimension et une autre posture. Donc, on retombe sur ce critère d'épanouissement, de valorisation des compétences d'un côté et d'épanouissement de l'autre du collaborateur, parce qu'il peut s'exprimer dans une sphère, dans un univers d'activité qui est totalement différent du secteur professionnel et du secteur marchand dans lequel il évolue jusqu'à présent. Donc, il ne s'agit pas d'opposer les deux, il s'agit vraiment de les mettre en complément et d'enrichir et de nourrir l'un avec l'autre. Et encore une fois, ça participe aussi à cette qualité de vie au travail, d'ouvrir un peu ses chakras et d'aller chercher d'autres façons de gratifier son parcours professionnel, mais cette fois-ci au devant d'enjeux sociétaux. Sur la slide suivante, il y a également un item qu'on rencontre systématiquement, c'est « je reviens dans l'entreprise de façon plus motivée ». Pourquoi? Parce que très souvent, ça redonne un petit coup de fouet, tout simplement, aux collaborateurs, le fait d'être parti en association, même de façon très courte. Ça redonne un sentiment d'utilité. Ça, c'est une chose très importante qui revient également énormément dans les verbatims. C'est « je me sens utile, donc j'ai peut-être envie d'être plus utile après quand je reviens dans l'entreprise ». C'est un truc totalement évident quand on le dit, c'est un peu une lapalissade, mais encore une fois, c'est le vécu et l'expérientiel du collaborateur ou de la collaboratrice dans l'association qui va nourrir un petit peu cette réflexion et qui va faire que le collaborateur revient avec une motivation supplémentaire. Et c'est d'autant plus vrai aussi dans les journées solidaires en équipe où on a un effet dynamique de groupe qui est très important, c'est-à-dire que repeindre les chambres d'un centre d'hébergement d'urgence, partager des activités avec des compagnons d'une communauté Emmaüs va créer, je dirais, en interne, une émulation, on est un peu dans la notion de team building, mais cette fois-ci de team building solidaire, qui permet effectivement aux équipes et aux individus à titre personnel de revenir plus motivés. Donc c'est vraiment, on est sur l'enjeu de l'implication qui est réel et qui est généré par cet engagement solidaire. Donc ça participe encore une fois à cette qualité de vie au travail, à cette façon de voir les choses un peu différemment. Et donc l'effet induit de tout ça, c'est que, et ça on s'en aperçoit de façon encore une fois très factuelle, je vais vous donner une anecdote qui n'est pas du tout une anecdote inventée, qui est réelle, d'une entreprise de gestion patrimoniale, de gestion financière, qu'on a fait intervenir dans une association du réseau Cocagne. Le réseau Cocagne, c'est une association qui met en place des potagers d'insertion par l'emploi, donc qui vient chercher des gens qui sont souvent depuis 10 ans sans emploi et qui les remet au travail grâce à des formations de maraîchage ou d'entretien d'espaces verts. Et je me souviens du PDG donc, de cette entreprise de gestion financière, donc forcément avec des rémunérations importantes dans un cadre entre guillemets privilégié, qui s'est fait gentiment et avec bienveillance retoqué par un alternant qui était chez lui et par un bénéficiaire qui l'accompagnait pour bien manier la binette pour travailler dans le champ de pommes de terre. C'est un truc idiot, mais ça remet à niveau, en tout cas pour cet instant-là, le côté un petit peu hiérarchique des organisations, et ça change complètement la vision et le type de relationnel qu'on peut avoir entre soi. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On est quand même très souvent dans le monde de l'entreprise sur des postures sociales, sur des affichages sociaux,
d'autant plus dès qu'on monte dans la hiérarchie de l'entreprise, on a un peu une image, entre guillemets, à défendre, on a quelque chose un petit peu à présenter. Et le fait de s'engager, même ponctuellement, même sur des courtes durées, pour des engagements solidaires auprès d'associations, ça noie et ça efface, en tout cas, encore une fois, je le dis ponctuellement, totalement ce genre de choses, parce que les gens sont un petit peu à poil, sont un petit peu au même niveau, et ça permet de générer un relationnel qu'on peut retrouver après, les jours suivants, en découvrant que machin, il fait déjà du bénévolat dans une association, que truc, finalement, il est plus sympa que prévu, que truc muche, voilà, on s'est jamais parlé jusqu'à présent pour des raisons X ou Y, et finalement, on a créé un lien parce qu'on a partagé une activité pour l'association. C'est des choses, encore une fois, très empiriques, très concrètes, très relationnelles, mais qui vont peut-être après, et même sûrement, changer la façon de se parler dans l'entreprise, la façon de communiquer sur des projets professionnels, et donc enrichir encore une fois cette qualité de vie au travail. C'est pour ça qu'on a mentionné ce côté naturel des choses. Encore une fois, on n'est pas dans le bisounours, on n'est pas dans la posture où on va dire une journée de mécénat de compétences ou deux journées solidaires va transformer tout le monde et va changer la face du monde. On n'est pas du tout dans ce discours. On est simplement sur du retour d'expérience, sur du vécu qui nous montre vraiment de façon très concrète que des collaborateurs engagés, finalement, ils changent un petit peu de posture, ils changent un petit peu leur relationnel, ils s'ouvrent un petit peu plus facilement parce qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu, il y a une petite graine qui s'est semée, même si c'est une mission, encore une fois, de quelques heures ou de quelques jours. Parce que quand on bosse pour l'intérêt général, c'est jamais anodin, ça laisse toujours des traces dans le bon sens du terme, et ça permet encore une fois après de revenir dans son secteur et dans son milieu professionnel avec une posture, avec une vision, avec un relationnel, encore une fois, un interrelationnel très différent de celui qu'on pouvait avoir avant. Donc tous ces verbatims là qu'on a mis un petit peu en avant, c'était important de vous les présenter parce que c'est pas du déclaratif, telle action va générer ça, c'est vraiment du retour d'expérience de collaborateurs qui sont passés par du mécénat de compétences, qui sont passés par de l'engagement solidaire et qui nous expriment avec récurrence, avec répétition, ce même genre de retour d'expérience, ce même genre de verbatim, ce qui montre bien quand même que l'impact de l'engagement solidaire sur la QVT n'est pas anodin. Il n'est pas forcément direct, il n'est pas forcément évident, et on n'y pense pas tout de suite, parce qu'effectivement, on pense plus facilement à des choses concrètes. Je caricaturais dans le teaser avec le baby-foot et la bonbonne à fraise tagada, mais pour être sérieux, quand on met en place des choses vraiment d'accompagnement au niveau de la QVT, c'est souvent des choses un peu concrètes, factuelles, physiques. Ça peut être un espace de vie, ça peut être plein de choses au niveau du cadre du lieu de travail. Et c'est vrai que l'engagement solidaire, on l'associe rarement à cette notion de QVT, donc je trouvais important. Et merci Sébastien de cette ouverture et de cette possibilité de faire cette jonction entre cette thématique et l'engagement solidaire que nous on porte depuis plus de 10 ans maintenant, pour montrer que voilà, on peut aussi agir là-dessus. C'est pas une réponse complète, c'est pas une réponse suffisante, mais c'est un petit plus qui agit de façon très concrète sur cette notion en interne dans les organisations. Alors, pour finir un petit peu sur ces retours, il y a aussi ce côté bienveillance, qui encore une fois n'est pas une posture, on n'est pas dans le monde idéal, mais c'est une réalité. Voilà, on apprend peut-être en tant que collaborateur, à la suite d'un engagement solidaire, à être plus indulgent et moins dans le jugement par rapport à ses petits camarades de jeu, par rapport à ses collaborateurs et ses collègues. Et ça, c'est important parce que ça peut changer, ça peut déclencher, ça peut débloquer beaucoup de blocages justement et de freins qu'on peut rencontrer dans une équipe, qui sont souvent construits sur des non-dits, qui sont souvent construits sur de la rétention d'informations, sur des choses, sur des petits rapports de force qui sont souvent anodins, qui sont souvent voire puérils, et qu'on peut gommer par ce genre d'investissement, parce qu'on s'aperçoit finalement que les enjeux de l'intérêt général étant tellement énormes, les publics accompagnés étant tellement dans des difficultés souvent incommensurables, que nous, nos petites postures, entre guillemets, de privilégiés, c'est-à-dire de gens qui avons une activité, de gens qui avons une dimension et une implication sociétale déjà plus construite, on peut se permettre de les éviter. Et on les évite comment? On les évite
voilà, en étant peut-être plus bienveillant sur telle ou telle déclaration de tel ou tel collègue, de tel ou tel collaborateur, et ça permet de gommer pas mal de choses et donc de rentrer dans cette dimension un petit peu d'indulgence. Et puis, pour finir un petit peu sur ces traits qu'on relève systématiquement, il y a cette notion également de communauté, c'est-à-dire de retrouver un petit peu le collectif dans l'entreprise, souvent généré justement par ces actions collectives en engagement solidaire, c'est-à-dire retrouver un peu les fondamentaux, certes travailler pour une démarche profitable. L'entreprise, par définition, est un outil, une personne morale qui est dans la profitabilité, mais ça n'empêche pas de travailler aussi dans un esprit collectif, de travailler dans un esprit de partage peut-être plus grand, qu'aura pu générer justement une immersion et un moment comme ça d'engagement solidaire. Et encore une fois, on retombe quand même dans cette QVT parce que qualité de vie au travail, c'est aussi le relationnel, c'est aussi la façon de travailler, c'est aussi la façon d'échanger de l'information au niveau transversal. Et c'est pas simplement effectivement le club de gym qu'on a à disposition en bas du bureau. Donc jouer là-dessus est vraiment prédominant et est vraiment très important pour construire quelque chose de tangible et semer encore une fois des petites graines au niveau des collaborateurs. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel pour cet exposé qui est très intéressant, qui ouvre vraiment des réflexions sur le lien entre l'entreprise et puis l'intérêt général, les associations, et qui, en tout cas pour ma part, moi, m'a vraiment donné à réfléchir. Il y a une première question et c'est Samuel et on va pouvoir le faire monter sur scène. Comme ça, il va pouvoir directement vous la poser. Voilà, la connexion est en train de se faire. La marche est haute, la scène est trop haute, c'est ça. Là, il va arriver à l'écran. Voilà, ça y est. Oui. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. Merci pour l'exposé et c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est dans la QVT, le mécénat de compétences n'est pas très bien connu. Moi, je voudrais savoir à quel type de salariés et de structure ça s'adresse plus particulièrement ce Bien genre sûr. de... En fait, c'est ouvert à tous les salariés. Alors, c'est vrai que de façon très opérationnelle, c'est beaucoup plus facile de déployer ce qu'on appelle les fonctions support, marketing, communication, juridique, management, etc., qui sont des fonctions qu'on retrouve finalement dans le monde associatif. Ils ont les mêmes besoins. Et c'est un peu plus compliqué de déployer des fonctions, ce qu'on appelle des fonctions postées, toutes les fonctions de production, les personnes qui sont en atelier, en usine, etc., en ligne, entre guillemets. Et c'est pour ça que nous, on s'attache à construire des missions qui sont plutôt à caractère personnel sur les fonctions postées. D'abord parce que c'est plus compliqué de quelqu'un qui bosse chez PSA sur une ligne de production, on va difficilement trouver une association qui fait des voitures, donc forcément on va faire autre chose. Donc ça peut être repeindre des locaux, ça peut être participer, j'en sais rien, à mettre en place, parce qu'effectivement ces soft skills qu'on va révéler avec lui, le mec est bon pour faire des vidéos ou faire des diaporamas, des choses comme ça. On va révéler avec lui quelles sont ses appétences au niveau compétences connexes, et puis on va trouver derrière des associations qui ont ce besoin-là. Donc en fait, tous les collaborateurs sont concernés. Après, il y a des moments de carrière qui sont plus ou moins propices au mécénat de compétences. Donc je dirais que pour le mécénat de compétences, tout âge, généralement, c'est des missions qui vont de la demi-journée jusqu'à 4 ou 5 jours par an. Et puis après, on a des cas atypiques, comme par exemple les consultants qui sont en intermission, qu'on appelle les intercos, les intercontrats, qu'on rencontre souvent dans les boîtes de consulting ou les boîtes du digital, qu'on va redéployer dans leur période d'intercontrat. Donc là, ça peut être pareil, quelques jours jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis, on a également la spécificité des collaborateurs seniors qu'on va accompagner 2 ans avant la retraite, qu'on va redéployer à temps plein dans des missions de mécénat de compétences de 24 mois maximum, et qui vont pouvoir s'immerger à temps plein ou à temps partiel pendant 2 ans dans une association. Et en fait, on va organiser la transition fin de carrière, début de retraite, pour 2 raisons. La première, c'est éviter ce qu'on appelle le syndrome de placardisation qui existe dans des grosses organisations, c'est-à-dire j'ai passé 55 balais, on m'a mis un bureau à côté du photocopieur et puis j'ai un dossier par trimestre à gérer, donc pas terrible. Et là, ça permet de rebondir sur un sentiment d'utilité réelle parce que l'association, elle a vraiment besoin de la compétence du collaborateur. Et c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité là pour le coup.
Ah oui, L'utilité, c'est pas qu'un sentiment d'utilité, ça devient une réalité. Ça devient une réalité. C'est-à-dire, voilà, Oui. c'est le sentiment de non-utilité qu'on transforme en réalité d'utilité via la mission. Donc ça, c'est quand même gratifiant. Et puis le second aspect, c'est que ce même collaborateur, quand il aura fait ses 24 mois en mécénat de compétences, donc toujours salarié bien sûr par l'entreprise, il va pouvoir continuer, une fois qu'il est à la retraite, en bénévolat classique, et donc il va se retrouver avec une activité à continuer à faire quand il est en cessation d'activité, si j'ose dire, avec sa retraite. Donc ça joue, et il y a un peu le double effet qui se coule. On évite aussi aux collaborateurs de se retrouver deux pieds dans les charentaises, entre guillemets, j'exagère, mais quand il est chez lui, et on sait très bien que la retraite, c'est un moment crucial, où beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas préparé la retraite, une fois qu'ils ont repeint les volets 15 fois, ils se retrouvent chez eux à ne rien faire, ils se retrouvent en dépression, ils se retrouvent souvent aussi dans des procédures de divorce parce que c'est pas évident de vivre avec son conjoint qu'on n'a pas vu pendant 8 heures ou 10 heures par jour. Il y a plein de syndromes qui se mettent en place au niveau de la retraite que peut aussi fournir et nourrir le mécénat de compétences dans la deuxième partie, en tout cas, quand il devient du bénévolat classique. Et dans vos retours, justement, vous parliez des retraités. Est-ce qu'ils retrouvent une deuxième carrière ou une deuxième activité quand ils ont connu un mécénat En fait, c'est 2 ans avant la retraite. Donc, en fait, la mission de mécénat de compétences va clore leur carrière au niveau de l'employeur, puisqu'après, ils sont en retraite. Un exemple idiot, enfin idiot, pas idiot du tout. On a replacé il n'y a pas très longtemps une collaboratrice de la Société Générale qui était responsable du pôle formation du groupe, donc une position quand même assez forte. Elle nous a dit, j'adore le vieux bâti, j'adore les vieilles maisons. Bon, ok, formation, vieilles maisons. On l'a placée dans une association qui s'appelle Maison Paysanne de France, qui accompagne le bâti des anciennes fermes en France. Et elle est en train de construire un pôle de formation pour faire la jonction entre les métiers d'art, faire un toit en chaume, faire du crépi, machin truc, donc les artisans qui ont encore le savoir-faire, et les filières des lycées techniques professionnels pour que les anciens, entre guillemets, qui maîtrisent encore le savoir-faire, fassent le pont avec les nouvelles générations. Donc un truc fabuleux, parce qu'elle a créé, au travers de son expérience de création de formation, quelque chose qui l'éclate complètement parce qu'elle va sur le terrain, elle va voir des fermes, elle va voir des... Voilà. C'est un truc, voilà, c'est bon, c'est peut-être un exemple parmi tant d'autres, mais on trouve toujours chaussure à son pied quand on fait parler. Nous, les collaborateurs, on les reçoit en one-to-one. Donc, ils nous expriment un petit peu quelles sont leurs appétences personnelles. Et c'est souvent pour l'occasion pour ces collaborateurs également de s'investir sur des thématiques, par définition, qu'ils n'ont pas eu le temps d'investir pendant leur carrière parce qu'ils étaient pris par le boulot et qu'il voilà, n'y avait pas d'ouverture possible. Donc, c'est souvent, quand on parle de rebond, c'est un vrai rebond parce que c'est souvent retrouver, entre guillemets, ces amours de jeunesse, ou en tout cas des amours ou des appétences qu'on n'a pas eu le temps de développer. Là, c'est pour l'exemple senior, qui est atypique, bien évidemment. Merci pour les réponses. Merci, Samuel. Effectivement, alors, moi, je trouve ça très intéressant, le fait de réinvestir en fait les compétences que l'on a développées professionnellement dans le cadre associatif ou autre, et d'en faire une transition vers une activité après dans le domaine, enfin durant la période de la retraite. Bien sûr. Il y avait une autre question qui était, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont réticentes à passer par une plateforme de mécénat comme la vôtre? Réticente, non. Enfin, d'abord, il y a deux choses. Il y a souvent de la réticence par rapport au mécénat de compétences qui est due, nous ça fait quand même 12 ans qu'on est là-dessus, qui est encore due aujourd'hui à une méconnaissance du dispositif. Ouais. On a encore des DRH qui nous disent on aimerait bien en faire, mais on a peur que les collaborateurs partent 200 jours en mécénat de compétences. Et on leur dit oula, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vous en tant qu'entreprise qui fixez la jauge, qui ouvrez le robinet, entre guillemets, et qui allez dire à vos collaborateurs, voilà, on démarre une première année en mécénat de compétences, ça sera 1 jour par personne par collaborateur, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et deuxième niveau de réponse, au niveau de la plateforme, non, parce que, et c'est pour ça qu'on mutualise d'ailleurs, c'est l'intérêt d'opérateurs comme nous, c'est que nous, on mutualise en fait le sourcing de mission, et notre boulot en fait au quotidien, c'est d'aller chercher des assos et d'aller chercher des besoins d'associations et les formaliser via des outils numériques qu'on va pousser auprès des collaborateurs, notamment, mais pas que, parce qu'on fait également beaucoup d'actions en présentiel. C'est quand même l'intérêt aussi de ce genre de choses. Et une entreprise seule n'a pas les moyens et les ressources internes pour aller chercher des assos, les identifier, les animer,
valider le fait qu'elles sont éligibles au mécénat, parce que toutes ne sont pas éligibles au mécénat, puisque derrière, ça ouvre droit à une réduction fiscale. Organiser des sessions, effectivement, de rencontres entre collaborateurs et associations. Enfin, tout ça, c'est une ingénierie, entre guillemets, qui demande un temps relativement important, je peux en témoigner, mais qui n'a de sens que si on le mutualise. Et nous, l'avantage, c'est que quand on met en place une mission pour une association, on va la multiposter auprès de différentes entreprises. Donc, le temps qu'on a passé pour une association, puisqu'on s'est rémunéré uniquement du côté entreprise et que c'est gratuit pour les assos, les forfaits que nous donnent les entreprises d'accompagnement nous permettent de rentabiliser, entre guillemets, le temps. Ce que ne ferait pas une entreprise seule. Donc, il y a très peu d'entreprises qui gèrent en interne. Il y a la fondation SNCF, par exemple, ils sont 30 personnes en interne, voire un peu plus maintenant, pour gérer uniquement le programme mécénat de compétences internes. Donc, 30 personnes. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, très peu d'entreprises ont les moyens de dédier 30 personnes à du mécénat. C'est impensable. Donc, notre rôle d'intermédiation à cette vertu-là, et puis surtout, nous, on est dans l'écosystème depuis 10 ans, parce qu'on est nous-mêmes ESS, on est nous-mêmes un acteur de l'économie sociale et solidaire, donc on connaît un petit peu l'écosystème, et c'est vrai que le monde associatif, il est quand même incroyablement diffus, incroyablement ventilé. Qu'aller le chercher, c'est pas toujours évident. Et que également, comme le monde de l'entreprise, il y a des morts et il y a des naissances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations qui disparaissent parce que c'est dur, surtout en ce moment. Et il y en a également, et ça c'est le bon signe, qui naissent. Donc il y a beaucoup de jeunes générations, de 25, 30, 35 ans, qui montent des associations. Je pense à Entourage, par exemple, où ils ont monté des applications mobiles qui permettent d'aller accompagner des sans domicile fixe, enfin des choses comme ça qui sont formidables. Je pense à Phoenix, qui travaille sur la revalorisation des déchets, enfin plein de nouveaux acteurs du monde de l'intérêt général qui sont sur des nouvelles thématiques, qui sont sur des outils également numériques derrière pour accompagner tout ça, et qui sont sur des émergences d'enjeux sociétaux qui n'existaient pas forcément encore il y a 6 ou 7 ans, comme par exemple accompagner des réfugiés comme Codico, qui accompagne les réfugiés sur le retour à l'emploi dans les entreprises. Enfin voilà, il y a plein d'exemples qu'une entreprise seule va pas pouvoir identifier, parce que si on n'est pas dans le sérail du milieu associatif, on voit pas ce genre de choses, ce qui est logique, ce qui est normal. Bien sûr, oui. Moi, j'avais quelques questions. Alors, vous parlez de l'éligibilité au mécénat. En fait, comment ça se passe concrètement? Une entreprise qui souhaiterait mettre à disposition quelques collaborateurs. L'éligibilité au mécénat, ça concerne le bénéficiaire, donc l'association. C'est-à-dire que toute entreprise peut faire du mécénat auprès d'associations, auprès de fondations, voire même auprès de collectivités locales. C'est-à-dire qu'une mairie, par exemple, est éligible au mécénat si c'est pour un projet d'intérêt général qui concerne l'ensemble des concitoyens. Après, la notion de mécénat au sens fiscal du terme, enfin d'intérêt général au sens fiscal du terme, c'est une notion effectivement que certaines assos ne connaissent pas forcément encore. Une association de loi 1901 n'est pas forcément éligible à du mécénat. Elle n'est pas forcément d'intérêt général fiscalement. Je donne un exemple tout bête. Une association d'anciens élèves, une alumni, n'est pas éligible au mécénat parce qu'elle ne concerne que des anciens élèves de l'école. Donc, elle n'est pas ouverte à l'intérêt général. D'accord ? En revanche, pour obtenir, entre guillemets, officiellement ce qu'on appelle le rescrit fiscal au niveau du centre des impôts, il faut faire une démarche, effectivement, au centre des impôts dont dépend l'association pour être officiellement reconnu, éligible à du mécénat de compétences, à du mécénat en général, donc éligible, donc être en capacité de ce qu'on appelle émettre des reçus aux dons quand on a bénéficié d'un mécénat soit financier, soit en nature, soit en compétences. Il y a un grand débat en France parce qu'effectivement, une association peut très bien se faire retoquer par le centre des impôts, donc ne pourra plus émettre de reçus aux dons. Donc il y a des assos qui émettent des reçus aux dons sans avoir fait la démarche. Nous, on ne prend pas de risque, entre guillemets, par rapport à l'entreprise et par rapport à l'asso. Pourquoi ? Parce que la loi et les textes se sont excessivement rigidifiés depuis 1 an, et notamment depuis le 1er janvier 2019, où une association qui émettrait un reçu fiscal et qui se ferait retoquer après par les impôts risque une amende de 100% du montant du don. Donc en mécénat de compétences, ça peut aller assez vite, parce qu'un mécénat de compétences de longue durée, quand l'entreprise valorise 60% du temps homme sur une mission de 24 mois, si l'association se fait retoquer, alors d'une part, l'entreprise va perdre effectivement son bénéfice fiscal, mais je dirais, bon, c'est pas dramatique. En revanche, l'association risque de payer 100% du montant du don. Donc, je ne sais pas si vous imaginons que... Ça fait des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Des dizaines de milliers d'euros, c'est un coût à mettre par terre une association. Donc, nous, on dit aux assos,
contactez votre centre des impôts, allez les voir, présentez vos... Parce qu'en fait, ça dépend des statuts de l'association, ça dépend de la gestion des intéressés, de différents critères qui vont faire que le centre des impôts va dire oui, vous êtes éligible ou non, vous n'êtes pas éligible. Donc, prenez les devants. Si les associations nous écoutent, voilà, je relance un appel. Prenez les devants, allez voir votre centre des impôts, ils sont très gentils. Il faut les caresser dans le sens du poil, entre guillemets, mais de façon, je dis ça de façon bienveillante, c'est-à-dire leur montrer que vous avez besoin de leurs conseils parce que c'est une réalité. Ils sont là pour vous conseiller, ils sont là pour vous accompagner. Et c'est eux qui vont vous dire d'entrée, par rapport à vos statuts, par rapport à votre activité, par rapport aussi au fait que vous ayez, par exemple, à payer une TVA ou pas si vous faites des actes commerciaux, parce que des assos ont également des actes commerciaux souvent dans leur activité, si vous êtes éligible ou pas au mécénat. Et il vaut mieux aller les voir et être sûr que de jouer avec le feu et de se retrouver 2 ans après avec un redressement fiscal qui risque encore une fois de mettre carrément en péril la vie de l'association et bien évidemment par effet ricochet des bénéficiaires et de tout le monde. Donc, bien sûr, oui. Donc voilà, c'était la minute fiscale. Oui, mais c'est très important de clarifier les choses, effectivement, que les choses soient dites clairement. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez justement pour les salariés qui pourraient en bénéficier, de l'aspect de gratification immédiate des intéressés. Moi, je me demandais, en fait, vous savez, il y a des salariés qui arrivent à un épuisement professionnels qui sont pas en burn-out, mais qui sont avec une fatigue professionnelle. Et si ça dure trop longtemps, ça peut mener à comme ça un burn-out. Est-ce que ça peut être aussi un moyen de limiter cette fatigue-là, de pouvoir donner d'autres perspectives ou d'autres horizons Exactement. et de pouvoir justement agir pour le coup en prévention des risques psychosociaux? Exactement. Ça anticipe un peu la thématique de votre webinaire de demain sur le burn-out. Et c'est totalement ça. Nous, on le met également dans nos bénéfices directs et indirects quand on présente le mécénat de compétences à des DRH ou à des responsables RSE. C'est de dire on a un outil de philanthropie, certes, mais pas que, qui couvre plein de sujets. On a vu tout à l'heure, marque employeur, comment j'attire des talents en quête de sens, etc. Et effectivement, ce burn-out est très important parce qu'on peut... ça se fait de façon empirique. On peut effectivement envisager, tiens, écoute, si tu en es d'accord, on peut envisager une mission d'1 mois, 2 mois ou 15 jours pendant laquelle tu vas prendre du recul. On va te mettre un petit peu à l'écart, non pas au chaud, mais à l'écart en tout cas du rythme qui commence un petit peu à altérer à la fois ta santé, ton équilibre psychologique. Et ça peut se faire effectivement en mécénat de compétences. On va même plus loin, puisqu'on a monté un module nous, qu'on appelle la transition professionnelle solidaire, où on accompagne, comme on le fait déjà depuis des années, les collaborateurs en fin de carrière. Mais maintenant, on s'attaque, si j'ose dire, au milieu de carrière, pour dire à des DRH, voilà, vous avez certainement des signaux faibles de collaborateurs qui souhaitent changer d'univers d'activité, carrément. C'est-à-dire, ils n'ont pas envie de vous quitter, vous, en tant qu'entreprise spécialement, mais ils ont envie de quitter le secteur marchand. Et on a créé un module de milieu de carrière pour détecter ces collaborateurs. On l'a fait parce qu'on l'a fait de façon empirique en accompagnement comme ça de collaborateurs il y a quelques années. Des gens de 30-35 ans dans le milieu marchand qu'on replace après. On fait vraiment de l'autre placement solidaire. On les replace dans des structures de l'ESS, bien évidemment avec des salaires qui sont un peu moindres, mais qui ne sont pas non plus violemment moindres par rapport à ce qu'ils ont connu. Alors, c'est souvent des gens qui ont la possibilité de le faire, qui sont en couple, donc qui peuvent amortir le choc de la baisse de salaire, mais qui veulent absolument redonner un sens à leur réorientation professionnelle et donc qui se réinvestissent en tant que salariés dans des structures de l'ESS, en tant que responsable de partenariat, responsable de développement d'une grosse structure associative ou même d'une plus petite. Donc, ils retrouvent un CDI, mais en quittant le secteur marchand. Et ça, c'est pareil, ça rebondit un peu sur cette notion de burn-out, parce qu'on peut avoir aussi du burn-out plus large que dû simplement à une conjoncture d'entreprise. Ça peut être aussi un burn-out avec un gros B et un gros E, un gros O, c'est-à-dire j'en ai marre du secteur marchand, j'en ai marre de vendre des yaourts, j'en ai marre de vendre des pneus. Voilà, j'ai rien contre les yaourts et les pneus, mais j'en ai marre de vendre des choses, entre guillemets, de marketer des choses. J'ai envie de m'investir vraiment pour des projets d'intérêt général en local, quitte à perdre un petit peu, effectivement, en rémunération. Mais ce que je vais perdre en rémunération, je vais le retrouver de façon multipliée en gratification, et on retombe là-dessus encore une fois, en gratification personnelle, en effet immédiat, c'est-à-dire accompagner des publics fragilisés, accompagner des personnes âgées, que sais-je. Et ça, effectivement, on commence à le voir émerger, et je pense que la crise du Covid, ou de la Covid, va révéler très fortement ce genre de choses les semaines qui arrivent et les mois qui arrivent,
dans les organisations, et on sait déjà d'ailleurs que ça commence à émerger via différents signaux qu'on a, de gens qui se posent la question. Alors ça peut être traduit de différentes façons. C'est des gens qui quittent la ville pour aller à la campagne. Oui. Donc voilà, on a ça aussi c'est ce qui se développe en ce moment là, oui. C'est ce qui se développe fortement, et en parallèle de ça, des gens qui vont se dire, je reste là où je suis, mais peut-être je peux changer de parcours pour redonner du sens ou faire les deux, ou partir à la campagne et à la fois faire les deux. Voilà. Oui. D'accord. Samuel avait une autre question à vous poser. Donc, je le fais remonter sur scène à l'écran. Quelle star. Oui. Oui, avez-vous des retours d'expérience par rapport aux salariés justement qui auraient rentré dans le mécénat de compétences et qui étaient en burn-out Alors, en burn-out, nous, voilà, c'est pas forcément toujours exprimé de cette façon-là par les DRH ou même par les collaborateurs eux-mêmes, parce qu'il y a souvent aussi une pudeur à afficher ce genre de choses de façon concrète. C'est pas toujours évident à exprimer. Donc, oui, tous les verbatims qu'on a exprimés tout à l'heure, là, sur la petite présentation au slide, c'est que du verbatim collaborateur. C'est pas nous qui l'inventons, c'est du retour. Et c'est des verbatims qu'on retrouve effectivement par rapport à des immersions un peu plus longues qui peuvent répondre à ces situations de burn-out. Donc, oui, on a eu des collaborateurs dans ces cas-là, pas forcément affiché avec un petit panneau par le DRH, cette personne est en burn-out, mais simplement de façon plus soft, en disant voilà, on a besoin de prendre du recul, etc. Donc ça peut répondre à ce genre de choses. Et effectivement, le fait de s'être immergé dans une association, ou de fait de s'être immergé même de façon plus ponctuelle, on peut aussi organiser des choses de façon différente, c'est-à-dire pas forcément sortir le collaborateur sur une période donnée, mais dire par exemple, voilà, on a un programme de mécénat de compétences qui existe, où on peut en aménager un spécialement pour toi. Alors, il faut faire attention à ne pas être discriminant aussi en interne par rapport aux collaborateurs, c'est-à-dire pas favoriser un collaborateur par rapport à d'autres. Donc ça, c'est encore une autre prévention à tenir. Mais dire à un collaborateur, peut-être un jour par semaine, on va te proposer de partir dans une association pour avoir un jour en moins, je dirais, dans l'organisation, et avoir cette respiration qu'on retrouvait tout à l'heure dans les verbatims, c'est-à-dire je sors un peu de l'organisation, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre la porte et je découvre d'autres choses. Mais pour revenir à ce que je disais là, il y a vraiment 2 secondes, quand on met en place du mécénat de compétences, il ne faut pas que ça soit du personnel, entre guillemets, collaborateur par collaborateur. Il faut vraiment s'adresser au plus grand nombre pour ne pas justement être discriminant en interne. Pas qu'un collaborateur se dise, et moi alors, j'ai droit à rien, quoi, grosso modo. Donc, après, on peut l'aménager selon les typologies d'âge. Voilà. Comme la transition professionnelle solidaire pour les seniors, où là, on est spécifiquement sur des formats 2 ans avant la retraite. Mais en parallèle de ça, c'est bien de proposer aussi plusieurs jours aux autres collaborateurs plus jeunes. Christophe voulait rebondir sur ça et vous poser une question. Oui, bonjour, et merci parce que c'est super intéressant. Alors, moi, j'ai fait un burn-out, je bosse un petit peu burn-out. D'ailleurs, je suis inscrit demain avec Clément, qui est un ami, d'ailleurs. D'accord. Qui a témoigné aussi, parce que j'ai créé il y a quelques mois le club des burn-outés et des bienveilleurs. Donc, on parle du burn-out, on fait parler les gens du burn-out. Ça me semble super intéressant ce que vous dites, effectivement, sur le côté laissons les gens, alors ce que nous on appelle en phase de burn-in, partir quelques temps sur un engagement solidaire, parce qu'il y a quand même cette notion de perte de sens qui est effectivement très impactante pour les gens qui sont en burn-out ou sur le point de l'être. Par contre, comment vous appréhendez justement le retour? Parce que même si l'entreprise, effectivement, envoie la personne quelque temps sur une mission qui va effectivement la déconnecter du monde de l'entreprise, bon an, mal an, à un moment donné, elle va y revenir. Et comment vous arrivez à l'appréhender, ça? Justement, nous et c'est notre rôle aussi, même si ce n'est pas notre cœur d'activité, c'est aussi de voir les prérequis au niveau de l'entreprise pour que l'atterrissage se passe dans les meilleures conditions, entre guillemets. C'est-à-dire que le retour ne soit pas un retour aux mêmes conditions. Si le collaborateur repart et qu'il retrouve les mêmes conditions de management, les mêmes conditions qui ont généré effectivement ce burn-out ou la mise sous pression, ça ne servira à rien. Donc, il faut aussi que l'organisation prenne conscience que cette période pendant laquelle le collaborateur sera externalisé, si j'ose dire, il faut en profiter pour préparer son retour, c'est-à-dire voir les points d'ancrage ou les freins ou
ou les points sensibles sur lesquels ce burn-out s'est construit, qui peut être différent d'ailleurs d'un collaborateur à un autre. Ça peut être purement du relationnel avec un N+1, ça peut être le rythme en lui-même de travail, ça peut être le reporting, ça peut être plein de choses. Enfin, vous êtes bien placé, j'imagine, pour connaître ce genre de choses, comme tout le monde. Et donc, nous, on dit, voilà, on veut bien accompagner, mais la limite, c'est que vous, derrière, en tant qu'organisation, vous fassiez aussi le job pour que le retour se passe dans les meilleures conditions. Et là-dessus, on n'a pas la main, par définition, mais en tout cas, on peut avoir le conseil, et on a le conseil là-dessus pour dire, voilà, nous, on ne s'arrête pas simplement pour apporter une parenthèse, et puis après, retour à bonne fortune. Nous, on est là aussi pour essayer d'apporter cette dimension RH qui vient aussi d'un parcours personnel, parce que j'étais avant dans le consulting RH, et pour ça, c'est comme ça qu'est né Coeo aussi, de ce genre de choses. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant. Je vous amène à communiquer ensemble parce que votre initiative aussi est intéressante sur les burn-outés. Burn-outés, les bienveilleurs, c'est purement bénévole. Hein. Je fais ça avec un ami, on ne gagne pas d'argent, mais l'idée, c'est on a créé une plateforme qu'on aurait aimé pouvoir utiliser quand nous, on a fait nos burn-out. D'accord. C'est un peu le principe. Et effectivement, ce qui manquait à l'époque, oui. Voilà, exactement. Et Clément, qui intervient demain, est intervenu chez nous il y a quelques temps sur un podcast qui était d'ailleurs super intéressant. Mais si on peut vous accompagner en mécénat de compétences, pourquoi pas? Écoutez, on peut en parler. Si vous êtes en asso et éligible, ça peut être intéressant parce que je pense que c'est une thématique qui devient de moins en moins tabou. Preuve en est d'ailleurs les webinaires de Sébastien. Ouais. C'est de moins en moins tabou. On commence à soulever le tapis, donc ça peut être intéressant. C'est de moins en moins tabou. Et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est tout à fait juste. Avec le confinement, le Covid, etc., on sait que dans les 3 années à venir, on va avoir une recrudescence malheureusement des effets post-traumatiques avec des burn-out, des dépressions, etc. Donc, c'est malheureusement un sujet qui va être encore. Ouais, on n'est qu'au début, je pense, de quelque chose qui peut être assez costaud. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre un petit peu tous et que des associations comme les vôtres, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, sont pas inintéressantes, loin de là, parce que venir témoigner, venir faire. Et je pense que encore une fois, c'est comme dans toute problématique. Dès qu'on casse la glace et dès qu'on met les choses sur la table de façon concrète, transparente et pragmatique, en fait, déjà on lève beaucoup de freins, quoi. Et au lieu de dire il y a un problème là, et puis oh là là, surtout on n'y touche pas. Nous on le voit, il y a plein de thématiques d'associations qui sont délicates, qui commencent à émerger, mais qui sont pas évidentes. L'inceste, les addictions au travail. On sait que 30% des cadres, ou un truc comme ça, ou 20%, sont plus ou moins dans des addictions d'alcoolisme, si on en croit les études. Il y a plein de choses comme ça qui sont le harcèlement, bien sûr. Il y a plein de choses comme ça que je pense méritent d'être mis sur la table. Parce qu'on est tous concernés en tant que on est tous collaborateurs, citoyens, pères de famille, votants. Enfin voilà, donc on n'est pas dans un truc cloisonné où on est au boulot et puis après on est machin. Non, on est tous dans le même bain. Donc l'entreprise, et c'est un peu le sens aussi de notre démarche il y a 10 ans, est de plus en plus à même, je pense, si elle veut perdurer en tout cas, de traiter ce genre de choses, en tout cas d'être partie prenante de ce genre de problématiques. Ça, c'est une évidence, avec les assos. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci. Alors, moi, j'avais une question qui remontait un peu au début du diaporama. Vous parlez de respiration et d'apaisement que ce mécénat peut apporter à des collaborateurs. Est-ce qu'on a une idée du temps d'intervention de mécénat qu'il faut pour qu'il y ait cet effet-là réellement? Parce que vous disiez, ça peut être très court, ça peut être une intervention très courte d'une journée, d'une demi-journée. Ouais. J'imagine que c'est pas suffisant. Ça peut être intéressant, ouvrir des pistes de réflexion. Et il n'y a pas d'effet avec une demi-journée. Il n'y a pas d'effet, mais quand je parlais de petite graine, c'était un petit peu à dessein. C'est vraiment le symbole de la petite graine. C'est un peu comme celui qui arrête de fumer, qui dit je vais arrêter de fumer, puis un jour il arrête de fumer. Pourquoi il arrête de fumer? Parce qu'il a semé quelque part en lui l'envie d'arrêter de fumer, mais il ne l'a pas fait tout de suite. Bon, c'est une comparaison un peu hasardeuse, mais c'est un peu ça aussi pour l'engagement solidaire. C'est-à-dire qu'on a découvert, et en une demi-journée, quand vous allez accompagner des bénéficiaires en fracture numérique, ce qu'on appelait autrefois le quart monde, c'est-à-dire des gens qui sont dans des conditions insalubres, qui n'ont jamais eu d'ordinateur pratiquement de leur vie, qui découvrent véritablement ce genre d'outils. Vous vous rendez compte déjà de la chance que vous avez, puis vous vous rendez compte de l'impact que vous avez aussi, même pendant les 3 heures ou les 4 heures de formation.
Donc la demi-journée d'engagement solidaire, elle peut avoir des effets quand même assez fortes. Après, ça dépend complètement de ce que vous allez faire concrètement et du contenu de la mission. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle et c'est très subjectif. Une mission d'une demi-journée peut être beaucoup plus frappante et impactante pour un collaborateur qu'une autre mission de 15 jours où un collaborateur va refaire un site web pour une asso et ne va être qu'en confrontation, si je veux dire, enfin en relation, pardon. Confrontation, c'est vraiment pas bien choisi. En relation avec les bénévoles de l'asso qui eux-mêmes sont pas des gens en fragilité. Donc, ça sera moins impactant pour lui. Oui. Mais dès qu'on est en contact avec généralement les bénéficiaires d'une association, les publics accompagnés, forcément, c'est super impactant. Parce que voilà, on se rend compte des réalités, parce que on est vraiment dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, oui, c'est. Mais il n'y a pas de règle indexée sur la durée, ça c'est sûr. Ça dépend vraiment de la nature de la mission que vous allez réaliser. Oui, effectivement, dans ce cadre-là, une demi-journée peut être vraiment le facteur révélateur d'une prise de conscience et avancer quelque chose d'autre après. Ouais. Non, complètement. Nous, on a accompagné des hauts managers de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, il y a maintenant 2 ans, sur une journée solidaire à Bruxelles, enfin à Charleroi, pardon. Charleroi, c'est 25% de chômage ou 27%, enfin bon, c'est assez violent, dans une pépinière de l'ESS locale. Donc, c'est des anciennes mines de charbon de Charleroi qu'ils ont transformées en pépinière associative. Et donc, on les a fait bosser avec des gens en difficulté, des handicapés, etc., sur des partages d'activités, de cuisine, de potager, etc., de plein de choses. Et ils nous ont dit à la fin, mais vraiment les yeux rouges, c'est nous qui pour une fois, vous nous avez mis des étoiles dans les yeux. Voilà, c'était sympa comme symbole par rapport aux gens de l'Agence spatiale européenne. Et ils nous ont dit voilà, on a pendant quelques heures, on a réatterri un petit peu parce qu'on a un boulot qui est juste hallucinant. On est bien évidemment très bien rémunéré, mais surtout on a un travail qui est vraiment dans voilà, on est super content et super privilégié dans notre boulot, quoi. On peut pas être plus privilégié. Bosser pour l'Agence spatiale européenne, c'est un truc hallucinant. Et le fait de s'immerger comme ça sur des réalités de terrain qui sont pas forcément évidentes, qui sont pas forcément faciles, même au niveau voilà, appréhender au début, c'est pas forcément évident de travailler avec des handicapés. On fait pas tous les jours. Et ben voilà, un relationnel forcément se crée, des petites histoires se créent, à l'heure du déjeuner, des échanges se créent. C'est tout bête, encore une fois, hein. C'est vraiment de l'ordre qui peut sembler de l'anecdote, mais cette anecdote, encore une fois, elle sème des choses. Voilà. En fait, dans ce cas-là, ça donne l'occasion à 2 mondes complètement différents de se rencontrer. Complètement. Sinon, on ne se serait jamais rencontrés. Qui se seraient jamais rencontrés parce qu'encore une fois, on n'a pas toujours l'occasion ou le temps de s'investir, ou même l'envie de s'investir. On ne peut pas tout faire. Voilà, on peut pas tout faire. Et l'entreprise qui aide à faire ce genre de choses, c'est un tremplin assez formidable. Nous, on a beaucoup de collaborateurs qui sont à la fois en mécénat de compétences ou en journée solidaire et qui, en parallèle, à la suite de ces immersions, se sont engagés à titre bénévole dans des assos pour faire un samedi par mois, pour aider à la collecte dans des banques alimentaires, pour aider à la distribution. C'est souvent des actions très terrain, à la distribution alimentaire, voilà, des choses vraiment, encore une fois, très concrètes, parce qu'ils se disent, voilà, ce que j'ai découvert de façon ponctuelle et que je continue à découvrir au travers de l'émission, si je peux donner ne serait-ce que 4 heures un samedi tous les mois, c'est pas grand-chose, ou même 3 fois par an, hein, c'est pas grand-chose. Hein, même les collectes, il y a les collectes tous les ans en novembre de la banque alimentaire dans les grandes surfaces. Bon, voilà, ça demande pas beaucoup d'investissement de temps. N'empêche que la banque alimentaire, elle a besoin de bras pour concrètement collecter les conserves, les envoyer sur les plateformes de distribution, etc., etc. Donc encore une fois, c'est des petites gouttes, c'est des petites choses, mais qui, mis bout à bout, laissent toujours des traces, parce que bon, à moins d'être un psychopathe pas tenté, bon, a priori, on a quand même tous un petit peu envie d'aider quelque part, donc ça déclenche et ça désinhibe aussi, nous tous, hein, moi le premier à l'époque, et même toujours d'ailleurs, parce que, encore une fois, on découvre des choses. Moi, j'ai créé la structure, en fait, parce que j'ai fait 3 ans de Resto du Cœur, non pas à la distribution, mais à la distribution de soupe, entre guillemets, ce qu'on appelle la distribution de soupe aux invalides. Et ça m'avait marqué parce qu'on était à 2 mètres du restaurant Le Divelec, c'est un restaurant de poisson plutôt haut de gamme, hein, 3 étoiles ou 2 étoiles. Et on était à 3 mètres du restaurant Le Divelec. Donc on avait des gens qui faisaient la queue, enfin qui rentraient au Divelec. Et nous, on distribuait de la soupe à des gens
tous horizons. Démunis et ouais. Voilà, je me souviens d'une femme d'une 60aine d'années avec son carré Hermès troué, enfin des choses, boum, qui vous mettent une grosse claque dans la figure, et moi qui m'ont fait beaucoup de bien déjà, à titre perso, une bonne thérapie, et puis qui vous disent, bah voilà, les quelques minutes ou les quelques heures que tu donnes, c'est que dalle, mais bon, c'est mieux que zéro, quoi, grosso modo. Donc, et ça aide les gens. ouais, ça aide les gens, puis après, ça débouche sur des trucs, sur des échanges. Voilà, nous, je me souviens encore de bénéficiaires aujourd'hui avec qui j'ai échangé régulièrement, parce que un petit vieux notamment qui avait une culture livresque totalement hallucinante, mais qui était à la rue, enfin des trucs, bon, qui cassent en plus les images d'Épinal du mec qui est à la rue ou de la personne qui est à la rue. Non, c'est pas inculte et alcoolique. Ouais. Oui, voilà, c'est pas si simple, hein, les parcours de vie, ils peuvent être très violents. Tout peut basculer pour tout le monde du jour au lendemain parce que maladie, parce que divorce, parce que je sais pas quoi, que rien n'est acquis. On le voit bien d'ailleurs au niveau de la société avec un grand S, hein, la résilience de la société, elle est quand même fragile. Donc à titre personnel, c'est pareil, on peut tous se retrouver un jour quand même dans des difficultés et donc basculer entre guillemets de l'autre côté. Et quand on bascule de l'autre côté, on est quand même bien content que des gens vous tendent la main un petit peu pour remonter, quoi, tout simplement. Tout à fait. Par rapport au début de votre intervention, ça m'a fait penser à ces séminaires que des managers organisent avec leurs équipes pour créer de la cohésion d'équipe, justement, où ils vont faire de l'acrobranche ou des choses comme ça. Et en fait, je me disais, mais ça serait nettement plus intéressant de faire du mécénat comme ça. C'est ce qu'on dit avec nos journées solidaires. Nous, on dit, voilà, vous organisez aujourd'hui peut-être 3, 4, 5, 10 journées d'incentive, parce qu'on appelle d'incentive de team building, soit les escape games qui sont très à la mode, des machins comme ça. Nous, ce qu'on leur dit, c'est très simple. Aujourd'hui, les formats que vous proposez, ils sont toujours dans le challenge. Ils reproduisent le challenge que vous avez déjà dans la boîte, dans l'entreprise. C'est je vais être premier au karting, je vais être battre au paintball, je vais gagner l'escape game, voilà. Donc c'est très bien, j'ai rien contre, mais peut-être mettre une petite touche de solidarité entre guillemets, où là, ce que je disais tout à l'heure, hein, tout le monde est un petit peu à poil pendant la journée parce que repeindre un mur, qu'on soit PDG, alternant ou jeune salarié, il faut repeindre le mur, hein, voilà. Ouais. Et le plus doué n'est pas forcément celui à qui on pense, donc voilà. Donc ça permet de mettre les choses à niveau, et on n'est pas du tout dans la compétition, puisqu'à la fin du truc, la gratification collective, c'est d'avoir repeint les murs d'une chambre d'un centre d'hébergement d'urgence, donc d'avoir rendu un lieu de vie un peu moins sordide pour un réfugié ou pour un sans domicile fixe. Et ça, c'est un truc qui se partage. Et donc ça, cette notion-là de team building solidaire, oui, c'est ce qu'on essaie de pousser depuis 12 ans, et ça prend doucement mais sûrement, et il y a encore du boulot, mais voilà. Ouais. Les managers, ils sont sensibles, ils se disent, tiens, effectivement, là, on peut faire quelque chose qui va apporter beaucoup plus que simplement faire une course de cartes parce dans les arbres. Oui, je dis pas qu'il faut arrêter ce genre de choses, hein, il faut du ludique. Non, mais ça peut venir en complément. Voilà, exactement. Ça fait appel quand même à des notions morales, de solidarité qu'on ne retrouve pas forcément dans l'acrobranche ou dans le karting. Hein. C'est clair. Sauf si une personne tombe de l'arbre, là, faut quand même essayer de le rattraper. Mais sinon, effectivement, c'est pas des valeurs communes. Et puis encore une fois, on n'est pas dans cette dimension de challenge, encore une fois. Et je pense que les collaborateurs qui sont dans le challenge toute la journée en interne dans l'entreprise, ils ont peut-être envie, on retombe sur cette idée de respiration et de fenêtre ouverte. Ils ont envie d'être ensemble, mais d'une autre façon, d'être en équipe, mais d'une autre façon. Et c'est vrai que partager une activité solidaire avec des collaborateurs, là on bosse par exemple avec Bibliothèques sans frontières, c'est tout bête, hein, c'est trier les bouquins qui sont redistribués après dans les écoles ou à des personnes fragilisées. C'est un acte idiot, entre guillemets, qui n'a pas une valeur ajoutée énorme. Sauf que concrètement, il a une valeur ajoutée énorme. Parce qu'il aide l'association et il aide en indirect et en finale des personnes à avoir accès à la culture, à la lecture. Voilà, donc aucun geste en fait n'est anodin dans l'activité solidaire. C'est-à-dire le geste qui semble le plus simple peut avoir des répercussions assez importantes. Et alors, pour rester dans ce parallèle avec les entreprises comme ça, j'avais une dernière question. Est-ce que ça modifie les hiérarchies à l'intérieur de l'entreprise finalement, parce que il y a une hiérarchie professionnelle, et puis dans la vie personnelle, on a des gens qui ont des compétences très développées, qui ne sont pas du tout présentes dans l'entreprise. Je me rappelle d'une situation qu'on m'avait rapportée, c'était un manutentionnaire donc qui déplaçait des cartons toute la journée, et dans sa vie de loisir, en fait, il était trésorier du club de foot. Sauf qu'il gérait beaucoup plus d'argent que la petite boîte où il était. C'est ça, ouais, non, c'est ça.
Non, ça, c'est la dichotomie qu'on rencontre quand on cloisonne, en fait, secteur privé et secteur professionnel, où on n'ose pas aussi forcément exprimer ce qu'on fait. Il y a aussi ça, hein, Oui, tout à fait. le côté un peu voilà. Donc, oui, bien sûr, ça répond à tout ça. Et donc, après, changer les hiérarchies, c'est un grand mot. Alors, mais en tout cas, dans la perception que les personnes peuvent avoir d'elles-mêmes et des autres. C'est clair, c'est pour ça que l'item, tout à l'heure, le verbatim, on avait naturel et changement un petit peu des visions des uns par rapport aux autres. C'est une réalité, c'est-à-dire que quand on n'est plus dans la posture, parce qu'on n'est plus le chef d'équipe pour aller gagner, encore une fois, la compète de karting ou je sais pas quoi, mais on est plutôt dans le partage d'activités. Forcément, ne serait-ce que les dialogues et les conversations qu'on va avoir pendant ces moments-là seront peut-être pas forcément les mêmes que ceux qu'on va avoir dans un truc d'incentive où on sera peut-être plus superficiel. Là, forcément, ça met en situation des collaborateurs et une équipe dans une situation qui est un petit peu différente. Donc forcément, on va s'ouvrir plus. Forcément, on va parler plus de ses investissements personnels. Forcément, on va parler plus d'enjeux sociétaux. C'est évident. On va pas parler de tiens, j'ai loué un bateau il y a 15 jours, c'était super. Non, c'est pas le sujet. On va parler de choses qui sont importantes. Donc voilà. Donc oui, ça permet de changer ces rapports, cet interrelationnel qui est super important parce que souvent les conflits et les blocages et les choses se font souvent sur des créations de blocages interrelationnels qui sont souvent idiots, parce que c'est de la posture, voilà, je veux rester sur mes positions, je veux surtout pas. Les a priori, oui. Voilà, complètement. Et puis des vanités, de l'orgueil, voilà. Enfin, dès qu'il y a une organisation humaine de plus de 2 personnes, c'est compliqué. Hein, c'est pour reprendre la phrase de Churchill ou de je sais plus qui, c'est ça. Hein, Christophe avait une question à vous poser. Très brève. Vous avez parlé effectivement des initiatives solidaires. Moi, je trouve ça génial. Est-ce que avec la période actuelle, vous avez réussi à mettre en place des initiatives virtuelles? Alors oui, nous, le mécénat de compétences, on l'a déployé. Alors, on l'avait fait avant, depuis déjà 2 ans, puisqu'on on accompagne beaucoup de SN, d'entreprises du numérique. Donc beaucoup de consultants peuvent intervenir à distance en télémission pour travailler sur des enjeux numériques et digitaux des associations. En revanche, notre partie journée solidaire en présentiel, on a à peu près 70 journées qui ont été annulées sur le premier semestre, pour les raisons qu'on sait. Donc là, ça a été assez violent. Mais bon, c'était normal. Donc, il est compliqué de transposer en numérique des choses. Repeindre une chambre en numérique, c'est un peu compliqué. Voilà, donc voilà. Et puis, encore une fois, le fil rouge de ces moments, c'est la rencontre. C'est la rencontre humaine. Donc, voilà, on a réaménagé. Donc là, on en a quelques-unes qui sont prévues. Normalement, on en réalise une grosse là, pour un gros assureur qu'on accompagne depuis 2 ans. Donc, on va avoir 500 personnes sur une quarantaine de villes et une 60aine d'associations, mais à volumétrie, entre guillemets, restreinte, c'est-à-dire 5 personnes, 10 personnes, 6 personnes, pour être vraiment nickel au niveau des contraintes sanitaires, dans des lieux souvent extérieurs, voilà, pour limiter justement également les contraintes de distanciation, etc. Et puis, pour que tout le monde se sente à l'aise aussi, parce que le but du jeu, c'est que les gens soient à l'aise sur ce genre de choses, évidemment masqués. Voilà. Donc, on essaie d'adapter, comme tout le monde, les activités à la réalité du moment. Maintenant, ce qu'on dit aux entreprises, voilà, c'est essayer de ne pas lâcher les assos au milieu du gué, quoi, parce que les assos, aujourd'hui, elles sont dans une merde quand même assez noire pour beaucoup d'entre elles, notamment celles qui travaillent sur les publics d'urgence, sur les fragilités d'urgence, parce qu'elles faisaient appel à des bénévoles, etc., qui ne sont pas forcément toujours dispo. Oui. Pourquoi ils ne sont pas dispo? Parce que le monde du bénévolat en France, la moyenne d'âge, c'est 60-62 ans, parce que c'est des gens à la retraite qui sont disponibles. Oui. Or, ce sont des cibles sanitaires potentielles beaucoup plus… de risque élevé, oui. Voilà, en danger que quelqu'un de 25 ans. Donc, beaucoup de bénévoles ont dit non, pour l'instant j'arrête parce que j'ai pas envie de… Voilà, je fais attention, principe de précaution. Donc, ces assos se retrouvent avec moins de bénévoles, donc leur activité est ralentie. Donc, voilà, c'est un effet boule de neige qui fait que derrière, nous, on dit aux entreprises, bah voilà, c'est le moment plus que jamais d'aller soutenir le monde associatif, bien évidemment par du mécénat de compétences, mais même sur des journées solidaires, si on met les choses bien en place et qu'on fait attention, c'est pas plus dangereux que d'aller acheter du pain le matin quand vous descendez de chez vous, quoi. Voilà, faut aussi être un peu concret et lucide. D'accord. Merci beaucoup. Merci Christophe. Cette question. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que vous souhaiteriez dire pour finir, pour conclure?
Non, juste un peu donner la vision du dinosaure qu'on est sur ce secteur-là, parce qu'on était les premiers à faire ça en fin 2008. Donc, donner une bonne nouvelle, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment un éveil des organisations. Et quand je dis organisation, c'est vraiment à dessein, c'est-à-dire à la fois des entreprises, bien sûr, mais également des administrations, puisqu'on commence à accompagner quelques administrations. C'est bien ça. Ouais. Voilà, dont une très grosse, dont on n'a pas encore le droit de parler, mais qu'on présentera bientôt. Donc, ce qui veut dire que voilà, il n'y a pas que l'aspect fiscal qui rentre en ligne de compte. Loin de là, on est vraiment sur une démarche où les managers se rendent compte que ouvrir l'entreprise à l'extérieur, déjà, c'est super important. Que ce genre de démarche, il faut l'inscrire dans la durée. C'est-à-dire, c'est pas un gadget. Tiens, cette année, on fera du mécénat de compétences et puis l'année suivante, on sautera du pont. C'est un vrai projet, oui. Voilà, c'est un vrai projet qui rentre vraiment dans l'ADN des organisations. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi en amont. Nous, on essaie vraiment de bâtir des prérequis quand on va voir une entreprise, quitte à se tirer une balle dans le pied en disant, voilà, si vous avez un management pourri et si il y a une ambiance délétère, c'est pas le mécénat de compétences qui va résoudre ça, oui. Qui va résoudre. Non seulement ça va pas le résoudre, mais ça va empirer parce que les gens vont recevoir ça comme une insulte. C'est-à-dire, on vous traite mal et en plus, on vous dit, voilà. Donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de prérequis au niveau de la QVT, justement sur les autres aspects de la QVT, sur le management lui-même. Et je pense que ce mécénat de compétences ou cet engagement solidaire peut aussi avoir un rôle sur la façon de remanager les gens. C'est-à-dire que tant qu'on ne trouvera pas des nouveaux moyens de remanager, pas forcément l'holocratie ou des choses comme ça, mais être un peu plus dans la confiance, plus dans la transparence. C'est très compliqué, hein, entre le dire et le faire, c'est toujours compliqué, parce qu'encore une fois, la matière humaine, elle est perfectible et on est tous à la fois gentils, pas gentils à différents moments de la journée. Donc voilà, mais l'intérêt de ce genre d'engagement, ça permet aussi d'apporter une vision un peu différente qui peut jouer, à mon avis, à terme sur le management, tout encore une fois en évitant d'être dans le côté bisounours, on a trouvé la solution, super, tout le monde va être sympa demain matin. Non, c'est pas le sujet. Justement, tout le monde n'est ni sympa ni gentil, on est tous avec des visages différents à différents moments de notre vie, à différents moments même de la journée. Simplement, il faut qu'on bosse un peu tous sur nos bienveillances respectives, que c'est pas évident, c'est un boulot tous les matins. Hein, tout à fait, oui. Ouais. Et ce genre de choses peut y participer parce que ça rajoute, encore une fois, une dimension vertueuse qu'on rencontre pas forcément dans l'entreprise au quotidien. Je dis pas que l'entreprise n'est pas vertueuse, je dis que c'est pas son boulot de l'être dans le côté commercial des choses, et que cet engagement solidaire peut rajouter quelque chose de supplémentaire qui par définition n'est pas anodin. Oui, tout à fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Jean-Michel Pasquier, pour cette intervention. Juste une dernière question. J'imagine que en France métropolitaine, il n'y a pas énormément de groupes de cabinets qui pratiquent ça. Vous êtes basé où? On est à Paris, mais on intervient partout en France et en Belgique. D'accord. Aussi dans les pays francophones? Belgique pour l'instant, et puis on est sur un projet espagnol. D'accord. Donc voilà. Très bien. Mais sachant que chaque pays a sa spécificité également juridico-fiscale, donc il faut s'adapter bien évidemment. Donc on essaie déjà d'aller sur des pays cousins, entre guillemets, sur lesquels les choses sont un petit peu similaires, même si les taux ne sont pas forcément les mêmes, où la culture est un petit peu similaire. De toute façon, je pense qu'au niveau européen, déjà les enjeux, ne serait-ce que par rapport au Covid, sont les mêmes pour tout le monde. Donc je pense qu'il y a un peu le même réveil des consciences partout. Donc voilà. Mais déjà en France, croyez-moi, il y a beaucoup à faire au niveau de l'évangélisation, au niveau de l'information. Voilà, nous on essaie de faire un maximum de choses à notre petit niveau très modeste, mais je pense que ça commence à prendre et que les nouvelles générations, en tout cas rentrantes, sans faire de jeunisme, parce que tous les âges sont concernés et tout le monde le revendique aujourd'hui, quel que soit l'âge. Mais je pense que plus particulièrement les générations rentrantes, on le voit au niveau des jeunes diplômés de grandes écoles, qui commencent de plus en plus à délaisser les filières classiques, ce qu'on appelait les voies royales, entre guillemets, des grands acteurs entreprises, sans les nommer, s'orientent de plus en plus vers effectivement l'économie sociale et solidaire, vers des enjeux à impact, parce qu'ils sentent comme nous tous que voilà, il y a aussi des urgences à traiter et que si on se retrousse pas les manches pour bosser un peu tout ça, que ce soit en termes d'environnement, de fractures sociales, enfin j'en passe et des meilleurs, ça n'avancera pas. Donc on a besoin de gens aussi diplômés, on a besoin de tout le monde en fait, au niveau sociétal, ce qui n'empêche pas, encore une fois, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur le secteur marchand. Le secteur marchand, il existe, on a besoin tout le monde de consommer un minimum de choses, etc. Bien sûr, oui. Mais je pense que ce secteur marchand,
doit aussi s'ouvrir et construire des partenariats avec le monde associatif, avec des acteurs de l'ESS qui ont beaucoup à lui apporter dans les façons de voir des choses, de voir des nouveaux projets, de co-construire des choses, et réciproquement d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est pour ça que le mécénat de compétences existe, c'est que finalement c'est un échange qui n'est pas forcément dans un seul sens, c'est pas simplement l'entreprise vers l'association, mais c'est également l'association qui va être amenée à donner de façon osmotique, je ne sais pas si ça existe, enfin, par osmose, des valeurs à l'entreprise qui l'accompagnent. Donc c'est vraiment un échange dans les deux sens, hein. C'est pas simplement… Oui, ça ne s'exclut pas, ça se complète. Exactement, c'est très bilatéral, là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Sébastien, et puis bon vent pour le webinaire de demain, voilà, qui est pas loin d'une autre. Voilà. Tout à fait. Ouais. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.